Je suis heureuse de vous accueillir tous nombreux pour cette journée de réflexion à l'espace éthique dans le cadre des travaux de réflexion éthique de l'EREMA. Nous avons voulu, alors Valérie Serraz est la co-organisatrice, elle ne va pas tarder à arriver, Michel Poncet et moi-même, nous avons voulu organiser cette journée d'échange avec les acteurs de terrain, les gestionnaires de cas, les pilotes des Maya, de façon à poursuivre des travaux de réflexion que nous avions entrepris dès l'an dernier en juin pour essayer de définir, d'établir, de réfléchir aux enjeux éthiques de cette nouvelle fonction qui est la fonction de gestionnaire de cas. Alors je vais juste, pour introduire cette journée, avant qu'ait lieu la table ronde, nous avons intitulé « Procès du workshop », non pas tant que nous voulons que le workshop soit attaqué de façon virulente, mais bien que nous souhaitons le mettre à la discussion de tous, des conclusions que nous en avons sorties. Donc avant ça, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de lire les documents que nous vous avions fait passer au moment de l'inscription, et en particulier la synthèse des travaux de réflexion du workshop, quelques mots pour rappeler les précédents travaux qui vont faire l'objet de l'échange et des discussions d'aujourd'hui. Sachant que ce matin, nous allons travailler tous ensemble avec un premier temps qui sera cette table ronde, ce procès, et puis un deuxième temps de discussion directe avec vous, et que cet après-midi, les travaux se feront en atelier autour de situations concrètes. Alors, l'idée, comme je vous le disais, de cette journée d'aujourd'hui, du 10 mai, c'est vraiment de donner une suite aux travaux de réflexion, éthique et gestion de cas, qui se sont tenus ici à l'espace éthique le 27 juin 2011, sous la forme d'un workshop, dans le cadre des travaux de l'EREMA, un espace de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer, auquel participe une petite équipe ici au sein de l'espace éthique méditerranéen, et qui s'inscrit dans le cadre du plan Alzheimer. Nous avions invité pour cet échange 21 personnes, 21 participants, et puis 2 personnes qui n'avaient pas pu être là nous ont apporté leur contribution a posteriori. Donc 23 personnes ont travaillé sur cette réflexion, sur ces éléments, avec un souci de pluridisciplinarité, bien entendu, de façon à ce qu'il y ait à la fois donc, des gestionnaires de cas, des neurologues, des gériatres, des personnes issues du monde du champ sanitaire, du champ social, médico-social, et puis aussi des organisateurs du plan Alzheimer, des administratifs. Donc il y avait aussi des personnes issues des sciences humaines et sociales. Donc vous pourrez retrouver la liste des participants sur les documents de restitution de ces débats. Alors nous avions, à l'issue de cette journée, fait une restitution d'intégralité des débats, puisqu'il y avait une sténotypiste qui a tout noté. Si vraiment vous êtes particulièrement intéressé par ces travaux, vous pouvez lire l'ensemble des débats, ça représente une centaine de pages. Et puis nous avons fait un travail de synthèse en reprenant certains passages qui nous semblaient plus intéressants que d'autres et en les organisant de façon à avoir des pistes de réflexion. C'est sur ce travail de synthèse, sur ces extraits qui font une vingtaine de pages, que nous souhaitons travailler aujourd'hui. Alors l'idée, c'est vraiment de poursuivre le travail de réflexion au plus près des acteurs de terrain, puisque 23 personnes, c'est forcément un nombre réduit de personnes qui étaient amenées à réfléchir en première ligne, et dans la suite, élargir la réflexion et tester la réalité, la pertinence des éléments que nous avons travaillés en lien direct avec ceux qui exercent cette profession, enfin c'est pas un métier, cette fonction, et dans leur quotidien. Donc tester la pertinence et poursuivre le travail.
Alors, nous avions organisé le workshop autour de 4 grandes thématiques qui ont été travaillées, donc le matin les 2 premières et l'après-midi les 2 suivantes. La première grande thématique, c'était la question du respect de l'autonomie. Sachant donc que le gestionnaire de cas est présenté toujours comme une sorte de porte-parole ou d'advocacy, avec la difficulté de traduire ce mot anglais, porte-parole, parce que c'est le bon terme, de la personne dont l'autonomie est fragilisée. La personne atteinte de maladie d'Alzheimer, auprès de laquelle on vous appelle, effectivement, a bien souvent, on en est à un stade où l'autonomie de la personne est très fragilisée, voire elle peut difficilement s'exercer. Et donc, cette question de suppléer à cette déficience du côté de l'autonomie est une vraie question sur la place des gestionnaires de cas. Qu'est-ce que cela peut signifier donc, au regard du respect de l'autonomie de la personne? Donc, nous avions décliné ça avec un certain nombre d'autres questions. C'était la première grande thématique. La deuxième grande thématique concernait la question des limites de la légitimité et des responsabilités du gestionnaire de cas, aussi bien donc responsabilité morale que éventuellement responsabilité au regard de la loi. Donc cette nouvelle fonction étant créée, il est question évidemment de savoir quels en sont les contours, les limites. C'est nécessaire de le penser et de le penser en termes de légitimité vis-à-vis des autres professionnels, en termes de légitimité vis-à-vis des proches, mais bien entendu aussi en termes de légitimité vis-à-vis de la personne malade. Quelle responsabilité morale, quelle responsabilité juridique dans l'exercice de cette fonction? Donc ça, c'était le deuxième grand thème. Le troisième thème, nous l'avions intitulé « Éthique et déontologie ». La question était de parler plus peut-être, non pas de l'éthique de la gestion de cas, mais de l'éthique du gestionnaire de cas. C'est une nouvelle fonction, forcément il y a un certain nombre de règles à mettre en place, à partager en commun. Le gestionnaire de cas n'a pas de code de déontologie propre, il y a des règles déontologiques spécifiques à chacun des métiers dont sont issus les gestionnaires de cas. Donc la question se posait de savoir s'il y avait des éléments déontologiques plus spécifiques à définir, et en particulier cette partie-là était beaucoup centrée sur la question du secret partagé, de la confidentialité des informations recueillies et partagées, puisque évidemment le gestionnaire de cas va recevoir des informations, va chercher à en obtenir et va en redistribuer, on pourrait dire, auprès des autres professionnels. Enfin, le dernier cadre que nous avions défini concernait les termes d'équité et de justice, à savoir, de façon un peu plus large, la place du gestionnaire de cas dans le système de santé et médico-social. Et on se posait la question de savoir comment gérer la ressource, entre guillemets, le fait d'attribuer l'aide d'un gestionnaire de cas peut-il être considéré comme un avantage? Sans doute, oui. C'est quand même probablement un avantage pour les patients qui vont pouvoir interagir avec un gestionnaire de cas. Et ça posait évidemment la question de la répartition, de la distribution possible de l'aide apportée à l'ensemble des personnes souffrant de maladie d'Alzheimer. Comment cette aide va être répartie, sachant que, bien entendu, dans cette période préliminaire, il n'y a pas des gestionnaires de cas uniformément répartis sur le territoire, mais que bon, peut-être ça allait se faire par la suite. Voilà le cadre qu'on avait défini. Alors, les discussions ont été toutes colligées et nous avons fait un travail de façon à essayer de faire ressortir un certain nombre de points transversaux qui ne suivaient pas, donc on n'a pas repris dans la synthèse que ces 4 points-là, on a essayé de faire un travail d'agrégation de certaines idées qui surgissaient de la réflexion, et nous avons pu faire ressortir 7 pistes de réflexion. C'est donc sur ces 7 pistes de réflexion que nous allons nous pencher aujourd'hui.
Sachant que parmi ces 7 pistes, il y en a 3, la première et les 2 dernières qui sont plus générales, et puis 4 qui sont plus vraiment spécifiquement liées à la relation de soins entre gestionnaire de cas et puis le patient et ses proches. Donc le premier point qui nous a paru important à relever, c'est qu'il y avait quand même une réflexion à faire autour de la dénomination et des définitions. Déjà, le terme de gestionnaire de cas n'est pas neutre. D'emblée, ça a été repéré avec le terme de gestion, hein, qui renvoie quand même à quelque chose d'assez administratif. Et puis cas, pour une personne, ça peut aussi paraître choquant. Donc ça a été tout de suite relevé, c'est la traduction de case manager. Puis d'autres mots ont été recherchés, est-ce que certains pouvaient être plus pertinents que d'autres? Donc tout un travail de réflexion autour de cette dénomination qui n'est pas neutre et qu'est-ce que ça... Et en se penchant sur ces différents termes, ces différentes appellations, qu'est-ce que ça peut nous donner à penser? Le deuxième point que nous avons mis en évidence concernait donc vraiment la question du respect de la personne et de son intimité, dialectique, autour du respect de la personne et de son intimité, sachant que le gestionnaire de cas a une place très complexe, dans la mesure où donc, il est face à une personne souffrante, malade, fragilisée, vulnérable, et qu'en même temps, de par sa position même de coordonnateur de santé, il va être amené à recevoir des informations sur cette personne, à les redistribuer, à avoir connaissance d'éléments très intimes, très personnels de cette personne. Comment à la fois respecter la personne et son intimité tout en pouvant quand même exercer votre fonction. C'était le deuxième point. Le troisième point concernait la question du consentement, recueil du consentement de la personne, voire refus. Et ça survient très tôt, c'est-à-dire dès la première visite à domicile, puisqu'il faut recueillir l'accord de la personne pour entrer en gestion de cas. Et puis ensuite, tout au long des différentes mises en place du plan d'aide, il va y avoir à réévaluer la part de consentement que la personne a à cette prise en charge et éventuellement ses refus. Et comment être respectueux de l'autonomie de la personne, de ce qu'il reste d'autonomie, voire quand il ne semble plus y en avoir du tout, est-ce qu'il reste quand même des marges de manœuvre du côté de cette autonomie. Quatrième point concernait le droit, les droits et les devoirs, on va dire peut-être, la reconnaissance et la légitimation de cette nouvelle fonction. Qu'en est-il? Donc là, on reconnaît un peu la question des limites et de la légitimation, de la légitimité. Le cinquième point qui nous a intéressés, c'était autour de la question de la responsabilité, alors pour et avec les autres, hein, qui touchait à la fois à la responsabilité morale vis-à-vis de la personne vulnérable, mais aussi à la responsabilité professionnelle des actes posés, quel degré, de quelle façon donc, le gestionnaire de cas peut être éventuellement mis en cause du côté de cette responsabilité professionnelle. Et puis, le sixième point était un point plus général de santé publique et d'économie de la santé, et notamment sur la question de savoir si l'objectif sous-jacent que peut avoir la mise en place de gestion de cas en matière d'amélioration, enfin, d'économie de la santé peut-être, hein, c'est-à-dire si la personne si les soins sont mieux organisés, coordonnés, est-ce que cela n'a pas pour objectif aussi de permettre un certain nombre d'économies? Et est-ce que cet objectif-là économique ne peut pas à un moment donné prendre le dessus sur les objectifs de soins? En tout cas, voilà, c'était des questions qui pouvaient être posées et qui a été posée à ce moment-là.
Et enfin, bon, le dernier point était plus un point à retravailler sur le côté innovant de cette fonction. Voilà, donc les éléments, les pistes de réflexion en introduction de la table ronde pour replacer, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de lire la synthèse, le contexte dans lequel on est amené à travailler aujourd'hui. Cet après-midi, nous vous présenterons des situations concrètes sur lesquelles vous travaillerez en groupe, d'une vingtaine, 20-25 personnes. Nous avons fait en sorte, après avoir fait un appel à situation qui n'a pas eu un grand succès, mais bon, quand même, de Maya nous a envoyé des situations. Je pense que probablement dans l'après-midi, par association d'idées, vous allez nous en délivrer d'autres encore. Deux autres sont issus d'ici. Nous avons fait en sorte que pour chacune des situations, elle puisse permettre de travailler un des 4 points en mauve. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence de couleur. Le point 2, le point 3, le point 4 et le point 5. Voilà. Donc, écoutez, je ne vais pas retenir plus longtemps votre attention. On va d'emblée rentrer dans ce temps d'échange, de procès. Le procès du workshop, enfin, en tout cas de sa synthèse, des travaux issus de ce workshop. Donc pour cela, je vais appeler autour de la table qui n'est pas ronde, Anna Grazia Altavilla, qui va être la coordonnatrice de ce